Imaginez 4 jeunes garçons, issus des quartiers populaires de Liverpool, une ville portuaire grise et ouvrière de l'après-guerre. Ils n'ont pas d'argent, pas de contact, juste quelques guitares bon marché et une ambition dévorante. En moins de 10 ans, ils vont déclencher une hystérie collective sans précédent, inventer la musique moderne et devenir plus célèbres que Jésus-Christ, selon les mots provocateurs de l'un d'entre eux. Ils ont fait hurler des stades entiers. Ils ont expérimenté avec des drogues, des gourous et des orchestres symphoniques avant de se déchirer sous les yeux du monde entier. Mais 50 ans après leur séparation, leur mélodie résonne encore dans chaque coin de la planète. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épopée incroyable des Fab Four. John, Paul, George et Ringo. Bienvenue sur les mini-docutes. Préparez-vous pour un voyage au cœur de la Beatlemania. Si vous êtes passionné par l'histoire de la musique, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui va suivre est une légende. Tout commence le 6 juillet 1957. Dans le jardin d'une église de Liverpool, un adolescent rebelle nommé John Lennon joue du skiffle avec son groupe, les Quarrymen. C'est là qu'un ami lui présente un gamin de 15 ans, Paul McCartney. Paul prend une guitare, l'accorde et joue un classique du rock'n'roll. John est impressionné, mais surtout, il sent qu'il a trouvé son égal. C'est la naissance du duo de compositeurs le plus prolifique de l'histoire. Bientôt, un ami de Paul, le jeune George Harrison, les rejoint. George n'a que 14 ans, mais il joue de la guitare mieux que quiconque dans le quartier. Le trio est formé, mais il leur manque une chose essentielle, un batteur et un lieu pour jouer. En 1960, ils adoptent le nom de The Beatles et s'embarquent pour Hambourg, en Allemagne. Ce n'est pas la gloire, c'est l'enfer. Ils jouent dans des clubs miteux du quartier rouge, le Reeperbahn, parfois 8 heures par nuit, 7 jours sur 7. Pour tenir le coup, ils consomment des amphétamines et dorment derrière l'écran d'un cinéma porno. Mais c'est là, dans la sueur et le bruit, qu'ils deviennent une machine de guerre musicale. Ils apprennent à capter l'attention d'un public ivre et violent. On n'est pas né à Liverpool, on est né à Hambourg, dira plus tard John Lennon. De retour à Liverpool, ils sont méconnaissables. Ils deviennent les rois du Cavern Club. C'est là qu'un homme élégant, Brian Epstein, les découvre. Il est fasciné par leur charisme brut. Il devient leur manager, leur fait porter des costumes propres et les présente à toutes les maisons de disques de Londres. Toutes les refusent, sauf une, Parlophone, une petite filiale d'EMI dirigée par George Martin. Martin aime leur humour, mais il n'aime pas leur batteur, Pete Best. Les 3 autres prennent alors une décision cruelle, mais nécessaire. Ils virent Pete et engagent le meilleur batteur de Liverpool, Ringo Starr. Le puzzle est enfin complet. En octobre 1962, Love Me Do sort. Le monde ne le sait pas encore, mais la révolution est en marche. Si vous vibrez déjà au son des années 60, laissez un pouce bleu. C'est grâce à votre soutien que les mini-docus continuent d'exister. L'année 1963 est celle de l'explosion. Avec Please Please Me et She Loves You, les Beatles deviennent un phénomène de société au Royaume-Uni. Les filles hurlent, s'évanouissent, les rues sont bloquées. La presse invente un mot, la Beatlemania. Mais le vrai défi reste l'Amérique. À l'époque, aucun groupe britannique n'a jamais réussi à conquérir les États-Unis. Le 7 février 1964, les Beatles atterrissent à New York. 10 000 fans les attendent à l'aéroport. 2 jours plus tard, ils passent au Ed Sullivan Show. 73 millions d'Américains sont devant leur poste. C'est un séisme. En une soirée, ils deviennent les plus grandes stars de la planète. En avril 1964, ils occupent les 5 premières places du classement des ventes aux USA. Du jamais vu et jamais revu depuis. Ils enchaînent les films, comme A Hard Day's Night, qui montrent avec humour leur vie de prisonniers de leur propre gloire. Ils sont partout, sur les boîtes de céréales, les draps, les perruques. En 1965, ils jouent au Shea Stadium devant 55 000 personnes. Le bruit des cris est si fort que les musiciens n'entendent même pas ce qu'ils jouent. Mais derrière les sourires et les courbettes devant l'arène, la fatigue s'installe. Paul commence à écrire des morceaux plus profonds, comme Yesterday, prouvant qu'ils ne sont pas juste un groupe de rock pour adolescentes. John, lui, commence à se lasser de l'image de gendre idéal. En 1966, lors d'une tournée aux Philippines, il manque de se faire lyncher pour avoir décliné une invitation de la première dame. Aux États-Unis, des radios brûlent leurs disques après que John a déclaré que le groupe était plus populaire que Jésus. Les menaces de mort pleuvent. Le 29 août 1966, à San Francisco, ils donnent leur dernier concert.
Ils décident d'arrêter les tournées pour s'enfermer en studio. C'est la fin d'une époque, mais le début d'une révolution artistique sans précédent. Libérés de la pression de la scène, les Beatles transforment le studio d'Abbey Road en laboratoire. Sous l'influence des drogues psychédéliques et de la musique indienne que George Harrison affectionne, ils créent Revolver. C'est un choc. Boucles sonores, guitare à l'envers, texte métaphysique. Ils ne sont plus des idoles, ils sont des avant-gardistes. En 1967, ils publient ce que beaucoup considèrent comme le plus grand album de tous les temps, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est une explosion de couleurs, de sons et d'imagination. L'album reste numéro 1 pendant 27 semaines. Les Beatles sont au sommet de leur art, mais le destin va frapper un grand coup. En août 1967, alors qu'ils sont en voyage en Inde avec le Maharishi, ils apprennent la mort de Brian Epstein, leur manager et ami. C'est le début du chaos. Sans Brian pour les gérer, les tensions éclatent. Paul essaie de prendre les rênes, ce qui agace John et George. Ils créent leur propre entreprise, Apple Corp, mais c'est un gouffre financier géré de manière désastreuse. En 1968, ils enregistrent l'album Blanc. C'est un disque double, hétéroclite, où chacun joue souvent dans son coin. C'est aussi l'arrivée de Yoko Ono dans la vie de John. Elle est présente à chaque séance d'enregistrement, brisant la règle tacite du groupe qui interdisait les proches en studio. Le climat devient toxique. Ringo quitte même le groupe pendant 2 semaines avant d'être supplié de revenir. Les Beatles ne sont plus 4 frères, mais 4 individus qui ne se supportent plus. Vous regardez les mini-docutes. Quel est votre album préféré des Beatles? Dites-le nous en commentaire pendant que nous abordons la dernière partie de cette épopée. Début 1969, Paul veut sauver le groupe en les faisant revenir aux sources, jouer en direct, sans trucage studio. C'est le projet Get Back. Mais les séances sont un cauchemar de disputes filmées par des caméras. George Harrison quitte le groupe à son tour avant de revenir. Pour finir en beauté, ils montent sur le toit de leur immeuble à Londres le 30 janvier 1969 pour un concert improvisé. C'est leur dernière prestation publique. La police finit par couper le courant. Malgré les haines, ils décident de faire un dernier effort pour enregistrer un album digne de leur légende. Si sera Abbey Road. C'est un chef-d'œuvre de cohésion technique, se terminant par un medley symphonique où Paul chante « And in the end, the love you take is equal to the love you make ». C'est leur véritable adieu. Le 10 avril 1970, Paul McCartney annonce officiellement la séparation. Le monde est en deuil. Les années 70 verront les 4 membres réussir en solo, mais l'ombre des Beatles planera toujours. L'assassinat de John Lennon, en 1980, mettra fin à tout espoir de réunion. George Harrison s'éteindra en 2001. Aujourd'hui, l'héritage des Beatles est immense. Ils ont inventé le clip vidéo, le concert de stade, l'album concept. Ils ont vendu plus de 600 millions de disques. En 2023, grâce à l'intelligence artificielle, une dernière chanson, Now and Then, a été complétée, réunissant les 4 membres. Une ultime fois par-delà le temps. Les Beatles n'étaient pas juste un groupe de musique. Ils étaient le miroir d'une génération, une révolution culturelle qui a prouvé que la musique pouvait changer les cœurs et les esprits. Ils resteront à jamais les 4 garçons dans le vent qui ont appris au monde à chanter. C'était l'histoire des Beatles sur les mini-docus. Merci d'avoir suivi ce documentaire exceptionnel. Pour ne rien manquer de nos prochaines biographies, abonnez-vous et cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt pour un nouveau mini-docu.